Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine en direct. Dernier volet ce vendredi de notre semaine spéciale culture et artisanat avec un dossier consacré à l'art traditionnel Bamoun. Quelle stratégie d'exportation? Eh bien, nous en parlerons. Sommaire également, le 27e sommet Afrique-France s'est ouvert ce vendredi à Bamako, au Mali. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement. Et puis en Gambie, la passation de pouvoir approche, mais le président Jammeh s'accroche. Les médiateurs de la CEDEAO sont arrivés à Banjul ce vendredi pour le convaincre de quitter le pouvoir. Avec nous sur ce plateau pour en parler, une invitée, Madame Nathalie Yanganju. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de communication de l'association Chimou Chefs-Fonds. Oui, c'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Avec nous également nos éditorialistes. Gracien Rukindikiza. Bonsoir, Gracien. Bonsoir, Graziella. Bonsoir à tous. Et Daouda Tal. Daouda, bonsoir. Bonsoir, Graziella. Un plaisir de vous retrouver. Et bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, c'est l'info du jour. L'Afrique a rendez-vous avec la France. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement prend part au sommet Afrique-France de Bamako qui s'est ouvert ce vendredi. Les questions de paix et d'émergence seront au centre des discussions. C'est un reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Au Mali, en marge du sommet Afrique-France des 13 et 14 janvier 2017, des organisations de la société civile se réunissent pour plaider la cause des sans-voix. Ils sont altermondialistes, activistes, paysans, intellectuels venus du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina et bien d'autres pays. La convergence malienne contre l'accaparement des terres tient son contre-sommet à Bamako du 10 au 12 janvier 2017. Objectif, plaider en faveur de la bonne gestion du foncier en Afrique. Raison, on l'a fait parce que les chefs d'État sont nos chefs. Et le peuple, si tu veux travailler pour t'impliquer à quelque chose que le chef doit faire, tu dois le faire avant, le soumettre avant qu'il ne se trouve avec les autres personnes. Donc maintenant, nous travaillons pour donner une analyse, une proposition, une alternative à la situation actuelle pour qu'il y ait une paix durable et un développement. La coalition africaine d'aide et développement CAD, elle avait rassemblé des activistes et altères dans le cercle de Kati à Ouelessebougou dès le 8 janvier 2017. Ils ont appelé à l'annulation de la dette et à plus de bonne gouvernance. Nous avons vu des femmes et des hommes assoiffés de participer à des débats sur des thématiques d'actualité, dont les questions sur le foncier, les accaparements des terres, la gestion des ressources naturelles, les ODD et services sociaux de base, la question de l'endettement, la formation et l'emploi. Je suis très content de voir que de plus en plus les jeunes sont fortement engagés pour leur liberté et le développement de notre Afrique. Voilà. Vraiment, au début, on croyait peut-être qu'on n'avait que des jeunes qui se contentaient de thé et de grès, mais maintenant la lutte est effective. Conférences, débats, expositions et marches ont rythmé les différentes rencontres. Ces contre-sommets se veulent pacifistes. À Ouelessebougou, une déclaration adressée au chef d'État a été remise au préfet de la ville. En rappel, le sommet Afrique-France qui s'ouvre le 13 janvier 2017 réunira plus de 30 chefs d'État et de gouvernement. Daouda, avant de parler du fond, peut-être déjà s'intéresser à la forme. Pourquoi le choix du Mali pour accueillir ce sommet Afrique-France ? Bon, je crois que le choix du Mali se justifie par l'actualité et puis à la fois par la lutte contre le tourisme, parce que bon, on sait qu'au nord du Mali, il y a eu l'intervention militaire française qui a stoppé les djihadistes pour pas qu'ils regagnent Bamako justement et prendre le contrôle du territoire total malien. Donc ça, il fallait y veiller. Et puis, d'un autre côté, je pense que c'est justifié par la volonté du président français, François Hollande, qui va bientôt quitter la présidence française, de pouvoir montrer en quelque sorte son bilan sur l'international. En ayant eu quelques échecs au niveau de sa politique intérieure, notamment pour le chômage, l'emploi, etc., je pense que ce
président français a envie de montrer un certain nombre d'actions dont il est fier. En l'occurrence, l'intervention au Mali. Il avait d'ailleurs dit au moment quand l'intervention avait été décidée que c'était l'un des plus, je ne sais plus les termes, mais l'un des plus beaux jours, en tout cas de son action politique. Donc je pense que véritablement c'est ça qui justifie que ce sommet se tienne au Mali. Et puis bon, il faut dire que le Sahel est une région qui est quand même assez troublée et assez menacée par le terrorisme. Donc je pense que là, cette question va être au centre même des débats, mais j'aimerais aussi que ça ne cristallise pas tout le sommet et que bon, des sommets, il y en a eu beaucoup, il faut quand même avancer sur les autres questions. Justement, Gratien, ces sommets entre l'Afrique et la France ont-ils encore lieu d'être, selon vous? Bon, d'abord, la question que je me pose, pourquoi c'est toute l'Afrique? Il y a plusieurs pays, 52 pays, qui rencontrent un seul pays européen. Vraiment, on peut se poser la question de ce déséquilibre. Pourquoi il n'y aurait pas, pour moi, il n'y a pas de raison d'être, d'avoir un sommet France-Afrique. On a besoin, nous les Africains, d'un sommet Europe-Afrique. Donc, comme les États vraiment qui se respectent et en même temps. Et cette fois-ci, on pourra négocier sur plusieurs dossiers. Mais cette fois-ci, on a les présidents se présentent pour discuter des thèmes qui sont déjà arrêtés, surtout arrêtés par la France. On va nous parler de l'aide, mais finalement, en fin de soirée, cette aide-là se transforme dans plusieurs packages. Souvent, c'est même la France qui va en profiter à travers les sociétés qui interviennent et à travers déjà les actions qui sont engagées. Donc pour moi, c'est un sommet qui, on aurait dû, j'aimerais bien même qu'il y ait un sommet des Africains hors l'Union africaine pour discuter des questions vraiment du développement de l'Afrique et non pas de la politique. Alors Daouda, vous avez parlé ici de l'enjeu du terrorisme, mais c'est un sommet également qui se veut très économique. Oui, justement, je pense que là, c'est une question fondamentale aujourd'hui parce que la lutte contre le terrorisme a progressivement surplanté, entre guillemets, un certain nombre de questions que sont les questions de développement, les questions de migration et tout ça, c'est dans le grand secteur économie. Et je pense qu'il est important de revoir le positionnement des États africains, les rapports entre la France et les anciens pays, les pays qui étaient anciennement colonisés, pour redéfinir un partenariat plus équilibré. On le dit depuis un moment, depuis longtemps, c'est le moment maintenant d'arriver à cela. Maintenant, bon, le constat, il est là. On a beau critiquer l'action économique de la France sur le continent, beaucoup de pays se tournent aujourd'hui encore vers la France pour solliciter de l'aide ou pour un certain nombre pour permettre l'accès à des entreprises françaises au marché public dans un certain nombre de pays. Donc la réalité, elle est là. La France reste aujourd'hui le premier partenaire commercial dans un certain nombre de pays francophones. Il faudrait arriver à diversifier. Elle perd du terrain et justement, il faut diversifier ces partenariats. Il faut que la Chine arrive, il faut que l'Inde arrive, il faut coopérer avec d'autres pays qui sont des puissances économiques aussi et qui peuvent contribuer au développement de l'Afrique. Et je pense que la France comprend bien cela. Et je pense que la France sait très bien que la diversification, elle est en marche. Maintenant, bon, voilà, toute coopération est bonne à prendre tant que c'est équilibré. Gratien, vous n'avez pas l'air d'accord du tout. Oui, je pense que le partenariat entre l'Afrique et la France, notamment ces pays qui étaient anciennement colonisés par la France, disons, il y a une certaine obligation. Déjà, la monnaie, on a parlé de franc CFA. La monnaie est gérée à partir de France, de Paris. Donc, ces pays-là sont presque obligés. Et les entreprises françaises ont beaucoup de facilité pour gagner les marchés dans ces pays. Et il y a un transfert facile, souvent même un transfert avec tout ce qui est corruption, tout ce qui est, disons, l'évasion fiscale ou autre. Donc, finalement, c'est un désavantage, il n'y a que des inconvénients pour les Africains. Je pense que pour les Africains, devraient plutôt s'ouvrir à d'autres et arrêter de chaque fois d'avoir un sommet France-Afrique. Allez-y. Oui, je voudrais abonder dans le sens de monsieur, rappelez-moi votre nom, Gratien. Monsieur Gratien, parce qu'il y a un déséquilibre dans le partenariat. Et ce déséquilibre ne peut que se résoudre que par l'ouverture de l'Afrique vers d'autres pays. Et justement, la France-Afrique, on a l'impression de la surpuissance qui vient
remettre de l'ordre dans ces troupes, quoi. Et c'est comme ça que je ressens la chose. Et je me dis que l'ouverture vers d'autres serait plus appropriée et plus équilibrée. Et en revenant sur le franc CFA, pour moi, bon, ça n'engage que moi, je n'engage que moi, c'est un déséquilibre. Il faudrait changer cette donne parce que le franc CFA n'a plus de droit. Voilà. Merci. Dans l'actualité également, c'est la médiation de la dernière chance. Les émissaires de la CEDEAO sont arrivés ce vendredi à Banjul. Leur mission, convaincre une nouvelle fois le président Yahya Jammeh de quitter le pouvoir le 18 janvier au soir. Parallèlement, les députés nigérians ont adopté une motion permettant d'offrir l'asile politique au président gambien. On fait le point tout de suite avec Zahra Mohamed Moutiou. On en parle juste après. Ils sont arrivés vendredi matin à Banjul. Les chefs d'État nigérians, Muhammadu Buhari, Ellen Johnson Sirleaf du Libéria et John Dramani Mahama, ex-président du Ghana, ont un seul mot d'ordre, persuader le président sortant, Yahya Jammeh, à céder le pouvoir au président élu, Adama Barrow. Pour la délégation, c'est l'opération de la dernière chance pour trouver une issue à la crise post-électorale. C'est que Jammeh, il sait très bien qu'il est en position de faiblesse. Il va falloir jongler aussi bien avec son ego, mais également avec les derniers efforts de la médiation. Il y a des signes annonciateurs, parce que le médiateur que Jammeh a désigné a rencontré les membres de la coalition. C'est le premier contact qu'il y a officiel entre eux. Et ils lui ont fait comprendre qu'ils aimeraient que les discussions continuent. Donc on ne sait pas si ces discussions entamées entre eux vont concerner également la médiation de la CEDEAO et tout le reste. Il y a tout un ensemble de faisceaux qui indiquent qu'on peut être optimiste. Avec la seule donne qui pourrait penser sur la balance, c'est l'ego de Yahya Jammeh. Que se passera-t-il en cas de refus du chef de l'État sortant de quitter le pouvoir, alors qu'Adama Barrow doit être investi le 19 janvier? Le contexte laisse en effet augurer un dialogue difficile. La délégation, conduite par le président Muhammadu Buhari, se heurte à une nouvelle donne. Elle doit discuter avec le médiateur nommé mercredi par le président Yahya Jammeh. Et en cas d'échec des pourparlers, la CEDEAO envisage plusieurs options. Elle se résume à deux choses. Aujourd'hui, lui expliquer qu'il a toutes les conditions réunies pour partir, parce s'il manquait un lieu pour aller en asile, il a deux options pour lui, le Nigeria et le Maroc. Lui expliquer également que s'il a peur d'être poursuivi ou tout le reste, le président manifeste des signes, mais également tous les membres de la coalition, comme ils l'ont fait. Lui expliquer également qu'il n'a rien à craindre, qu'il peut y aller où il veut. Mais également la seconde option maintenant claire, dont la CEDEAO va mettre sur la table, c'est qu'il n'y a aucune autre option pour Jammeh au-delà du 18 janvier. C'est-à-dire à partir de jeudi prochain, Jammeh n'est plus président de la République de Gambie et la CEDEAO va se donner les moyens de l'écarter par la force s'il le faut, au besoin. Les troupes nigérianes et sénégalaises sont bien mobilisées et prêtes à intervenir au besoin. La mission est délicate pour les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest. Le président sortant, Yahya Jammeh, demeure réfractaire aux propositions formulées par la communauté internationale. Jeudi, la Chambre basse du Parlement du Nigeria a voté une motion lui accordant l'asile politique. Alors Daouda, dans un discours télévisé, le président Yahya Jammeh a déclaré qu'il s'en remettait à la Cour suprême. Or, celle-ci ne peut pas siéger avant le mois de mai. C'est quoi la nouvelle stratégie? Gagner du temps? Oui, je pense que c'est gagner du temps. Cette Cour suprême n'existe que de nom. Elle n'existe même pas. Une Cour suprême dont les juges sont étrangers, notamment nigérians, je crois que c'est du jamais vu. J'ai l'impression que le président Yahya Jammeh essaye de gagner du temps, puisqu'il y a quand même une forte menace d'intervention militaire qui plane au-dessus de sa tête. Et ça, il le sait. Il a beau être un one-man show, il sait très bien que son armée ne peut pas résister. Les seuls hommes qui lui restent fidèles encore aujourd'hui ne peuvent pas résister à une intervention d'une force militaire de la CEDEAO, l'armée gambienne. Mais je pense qu'il faut préférer quand même la voie diplomatique. Et je pense que la CEDEAO va dans ce sens, parce que les troubles sont à éviter. La Gambie est enclavée à l'intérieur du Sénégal. On estime à peu près à 300 000 Sénégalais qui vivent en Gambie. C'est beaucoup. Il y a la Casamance un peu au sud, qui est quand même une zone qui est encore fragile, même si il y a un calme relatif.
Donc je crois que même si le Sénégal, notamment le président Macky Sall qui est aussi dans la CEDEAO, et je pense que c'est lui qui, quelque part, mène les négociations de manière discrète, parce que tous les Sénégalais savent que l'intérêt de la stabilité de la Gambie, c'est la stabilité du Sénégal également. Donc bon, aujourd'hui, je crois que le président Diamé n'aura pas d'autre choix que de céder le pouvoir. On parle de la médiation de Mohamedou Bouhari. Il y a une information récente également, le roi Mohamed VI qui aussi offrirait, c'est à vérifier, mais l'asile au président Diamé au Maroc. Donc bon, face à toute cette offre, il a tout intérêt à prendre, parce que sinon je crois que l'avenir sera plus sombre pour lui. Gratien, vous pensez que c'est de nature à faire changer d'avis le président Diamé, l'asile offert par le Nigeria ou encore par le Maroc? Non, pas du tout. Déjà, il avait reconnu, disons, sa défaite, et là, il a changé. Non, ce n'est pas à quelqu'un qui va accepter les pressions diplomatiques, comme quoi il va quitter le pouvoir. C'est quoi la solution finalement? Moi, je pense qu'il y a la solution diplomatique, mais qui ne pourra pas passer. C'est quelqu'un qui connaît bien le secteur militaire, donc il va y avoir une démonstration de force. Malheureusement, c'est qu'il y aura, disons, des victimes. Il y aura une démonstration de force qui pourra déboucher par, disons, un ralliement des militaires du côté du nouveau élu. Et cette fois-ci, il va perdre l'asile politique, ou disons, un pays qui l'héberge, il aura sa place en prison. Daouda, vous ne semblez pas d'accord? Oui, je ne suis pas du tout d'accord, même si Gratien connaît bien les questions militaires. Je pense que Diamé sait très bien que déjà, toute l'armée ne lui est pas fidèle déjà, et puis pour ce qui lui reste, bon, vous savez, l'armée gambienne, pour beaucoup, a été formée par les officiers militaires sénégalais. Ils les connaissent très bien. Je pense que c'est quasiment un seul pays culturellement, sauf que les Anglais ont voulu une ouverture sur l'océan, donc la Gambie est devenue anglophone, mais la Gambie n'a pas d'autres frontières que le Sénégal, à part l'océan. Je pense que si le président Diamé, comme le dit Gratien, essaye de se mettre dans un rapport de force, il perdra très rapidement, même si, je le répète encore, ce n'est pas du tout souhaitable qu'on en arrive là. Mais Daouda, tu ignores vraiment l'esprit de certains présidents. Oui, mais il n'est pas assez fort pour tenir, c'est clair et net. On n'est pas dans la situation du Burundi ou de la RDC ou autre. C'est toi qui le juges, mais lui, il peut se dire qu'il a assez d'éléments et que ces pays-là n'iront pas jusqu'à la force. Il va miser sur ça. Ça s'est produit dans plusieurs pays. On voit rarement des présidents comme ça céder facilement dès qu'ils commencent à s'accrocher, parce il faut dire qu'il y a aussi des pressions d'autres présidents, des présidents qui veulent rester au pouvoir, qui lui disent « mais si vous quittez, ça va être un mauvais exemple pour nous aussi ». Donc, il va essayer en se disant qu'il peut se maintenir, qu'éventuellement, qu'il peut négocier, discuter, que ça soit rallongé, au moins pendant 2 ans. Il finira par céder parce que c'est son intérêt. Je pense qu'il ne pourra pas tenir plus longtemps que ça. Je pense que sans l'usage de la force, il ne va pas partir. Le rapport de force militaire, il partira très vite. Merci messieurs, nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.